Bismillahirrahmanirrahim. Aoudou billah min shaitanir rajim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nourdine. Barakallahu d'être avec nous aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est moi qui vous remercie pour l'importance que vous accordez à la triste situation des internés des camps du Sud et tout ce qui en dérive. Merci. Merci à vous. Nous vous avons contacté en tant que qualité de président des rescapés du camp du Sud et en tant que, malheureusement, témoin et victime de ces camps de la honte et de la mort. Donc, pouvez-vous, dans un premier temps, nous parler justement de comment vous vous êtes retrouvés dans ces camps, à quelle date? Est-ce que vous avez pu voir de l'horreur que c'était? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Ensuite, je dirais que le 9 janvier 1992, après la folie des janvieristes et des éradicateurs qui ont décidé de mettre fin à un processus électoral démocratiquement reconnu, j'ai été arrêté par deux officiers de la gendarmerie. Peut-être cela était dû à mon esprit contestataire et moi qui ai toujours dénoncé les injustices au moment où elles se commettaient ou lorsqu'elles allaient se commettre. Donc j'ai été arrêté sans mandat à Hammam Gergour dans la wilaya de Sétif et de là a commencé un safari vers les camps du Sud, ce que j'ignorais déjà au départ, parce qu'il n'y avait aucune raison pour que je sois arrêté et d'une manière absolument arbitraire et illégale, car il n'y avait ni un mandat de justice contre moi, ni rien du tout. C'était une décision venant de gendarmes de la commune où je résidais. Bon, j'ai été arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie. J'ai été placé dans une cellule et en moins d'une heure, pratiquement toutes les cellules étaient remplies et les gens étaient abusivement et sommairement arrêtés sans sommation et nous nous sommes retrouvés à plus d'une quarantaine, peut-être je dirais une cinquantaine, dans les brigades de gendarmerie. Une autre heure après, et c'est étonnant, nous avons été embarqués dans des voitures de gendarmerie. Et ce qui est bon à préciser, c'est que c'était des Land Rover tout à fait neufs qui n'ont jamais servi et qui ont été affectés à cet effet. Et elles ne portaient même pas des plaques d'immatriculation. Pour des représentants de la loi, circuler avec des voitures non immatriculées, c'était déjà c'était un peu marcher, s'écraser la loi, quoi. Mais enfin, on n'était pas à une injustice prête ou à un abus d'autorité, donc c'était une banalité entre autres. Ensuite, je fus transmis avec les co-personnes qui ont été arrêtées au même titre que moi. Bon, en général, ils appartenaient au corps de la santé, sinon à l'enseignement. Et nous avons été conduits dans une caserne militaire qui s'appelle la caserne de Aïn Ernet dans la wilaya de Sétif. Après 2 jours, nous avons été transférés. Nous étions 522, le premier groupe d'arrestation de la wilaya de Sétif. Nous avons été conduits par autocar de la SNTV, accompagnés de camions et de véhicules militaires insérés entre chaque autocar. Nous avons été conduits dans une autre caserne et là, le périple commençait de caserne en caserne et je me suis retrouvé pour une nuit à la caserne Aïn Mlila. De là, nous fûmes transportés encore par camion militaire jusqu'à l'aéroport de Constantine où vraiment le burlesque était au rendez-vous. C'est vrai que ce jour-là, il ne manquait que les margerettes. Il y avait les bérets rouges, les bérets verts, les bérets marrons, il y avait toutes les couleurs et il y avait des officiers avec des grands manteaux qui me rappellent sinistrement la Gestapo. De là, nous avons été transférés à Ouargla. Et à Ouargla, il y a des choses pas très belles que j'ai gardées en mémoire, entre autres les victimes de la fausse accusation de Guemar qui étaient là et il fallait les voir dans quel état médical ils se trouvaient et comment ils étaient détenus, quelque chose qui défie la raison, qui défie la loi.
et nous avons passé 2 mois dans ce camp de Ouergla, qui au départ était prévu pour être une université, mais comme les fossoyeurs de l'Algérie ont décidé autrement, c'est devenu une prison pour des citoyens dont le seul crime est d'abord l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, et pour avoir aussi tout justement pour avoir accompli leur devoir électoral, sans plus. C'est vrai. Oui. ça, je me permets de vous interrompre, que je voudrais Oui. signaler aux jeunes citoyens qui aujourd'hui, notamment les jeunes Algériens, qui disent que le passé ne compte pas. Il faut comprendre une chose, c'est que les milliers d'Algériens déportés dans les camps du Sud l'ont été parce qu'ils voulaient appliquer l'islam et parce qu'ils avaient choisi ça au niveau des élections. J'arrive justement. Je vous dirais, il est vrai que parmi les personnes qui étaient arrêtées, il y avait des militants du Front islamique du salut, des élus du Front islamique du salut, nouvellement élus au premier tour des élections avortées, et aussi président des APSK, c'est-à-dire maire élu auparavant. Mais je dois dire aussi que des règlements de compte ont été exécutés, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, et pratiquement il y avait quelques militants de différents partis. Et là, ce que j'aimerais que chacun sache, l'arrêt du processus électoral était motivé uniquement et seulement par une certaine peur relevant d'une islamophobie de la part de certains généraux que j'appellerai ici par leur nom, les déserteurs de l'armée française, et notamment des nostalgiques de cette même Algérie française à travers des partis qui se disent présumés laïcs, et surtout qui se cachaient derrière le masque de la démocratie. Le message que je voudrais dire ici, c'est que ces arrestations faisaient tellement peur. Les gens qui ont pillé l'Algérie, les gens qui ont détourné sa vraie histoire, les gens qui n'ont rien à voir avec sa révolution, et les gens qui n'ont jamais aimé ni la paix ni le bonheur des Algériens, étaient ceux qui, à travers un sinistre comité, qu'ils ont appelé comité de sauvegarde de la République algérienne, que j'appellerais comité de la sauvagerie algérienne, tous ces gens-là qui avaient peur de l'instauration d'une république islamique basée sur des préceptes allant vers la justice sociale et vers l'équité et vers un bonheur partagé entre tous les Algériennes et les Algériens. C'est ça justement qu'on avait attaqué, et je le dis haut et fort, des gens avaient peur de la République islamique, et tout ce qu'ils ont pu faire, c'est d'arrêter des gens et de les livrer à la radioactivité nucléaire, ce que nous fûmes en 1992. Le choix des sites est parlant, est une preuve matérielle qui n'a pas besoin d'être prouvée d'une autre manière. Plusieurs camps ont été ouverts. Ouergla a servi d'un centre de tri. Et là, à Ouergla, ce qui était étonnant aussi, c'est la qualité. Je n'aime pas parler trop de certaines choses là, parce qu'on n'a pas été arrêté pour nos ventres, mais on a été arrêté plutôt pour des principes. Mais la nourriture, elle était tout simplement digne de ceux qui l'ont choisi pour nous, pour ne pas dire totalement inhumaine. À Ouergla, il y avait un tri, et pendant le mois de Ramadan de l'an 92, comme d'habitude et comme à la coutume, les responsables nous avaient menti, et ils avaient dit que les personnes qui ont été arrêtées dans la wilaya de Sétif allaient être mises en liberté et embarquées le 15e jour du mois de Ramadan de 1992. Nous avons été embarqués dans un avion militaire, dans 2 avions militaires, et nous avions été conduits dans un camp au fin fond du Sahara, c'est-à-dire à Ain Mguel, où se trouvaient déjà des gens qui ont été arrêtés à Alger et en d'autres wilayas. Une fois à Ain Mguel, je dirais que c'était un peu l'enfer des hommes. L'enfer des hommes, l'eau était servie au compte-gouttes,
la nourriture était exécrable et à chaque fois qu'il se passait autre chose dans d'autres wilayats, puisqu'il y avait déjà un déclenchement armé, à chaque fois qu'il se passait autre chose ailleurs, c'était des bastonnades, c'était des gendarmes en tenue de combat qui venaient dans les camps et qui bastonnaient pratiquement tout le monde, sans égard à l'âge des uns, ni au niveau hautement intellectuel des autres, puisque il faut avoir le courage de dire que 80% des internés des camps du Sud sont d'un niveau intellectuel de vraiment quelque chose d'incroyable quand vous rencontrez des docteurs en physique nucléaire, des docteurs en médecine nucléaire, des docteurs en tout genre et des docteurs en géodésie astrale jetés dans un camp pareil. Je crois que c'est un crime contre l'humanité qui ne se crie pas et qui ne s'écrit pas. Il n'y a pas que ça. La médecine, c'était zéro. Les soins, on ne connaissait pratiquement pas les seuls soins qu'on connaissait, c'était le mercurochrome. Et les médicaments, c'était les parents qui étaient obligés de les acheter quand ils ne sont pas détournés à l'arrivée. Nous n'avions pratiquement aucun droit. Et je dirais même qu'à Ain Mguel, un commandant de l'armée a été affecté et d'après certaines nouvelles, il a été traduit devant un tribunal militaire, tout simplement parce qu'on lui reprochait d'avoir un petit grain d'humanité avec les gens. Et c'est ensuite qu'il y a eu, il a été remplacé par d'autres ayant un esprit barbare et c'est comme ça qu'en 1993, un citoyen algérien interné à Ain Mguel a été assassiné par balle par un certain sergent-chef prénommé Boualem et qui a bénéficié de l'impunité et beaucoup d'autres gens ont été blessés, dont Kamel Zarouati de Baraki qui a été blessé par balle aux jambes et qui n'a bénéficié que de soins superficiels et qui en souffre jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil pour les autres camps. Avec ma position de porte-parole de ce comité, j'ai eu d'autres témoignages, comme par exemple ce crime qui a été commis à Regan et qui restera le summum de la bestialité, c'est l'assassinat d'un ancien combattant de l'Algérie ayant perdu une jambe lors d'une campagne contre l'armée coloniale. Ce monsieur, Allah yarhamou, c'était Hadri Millah. Hadri Millah a été assassiné par balle la veille d'un vendredi. La veille d'un vendredi, d'un 27e jour du mois de Ramadan de l'année 92 à Regan, sans aucun état d'âme, et l'assassin a bénéficié aussi de l'impunité. Regan, comme tous les autres camps, était un enfer de par la radioactivité nucléaire. Ouadénamous peut-être un peu plus, avec les essais chimiques et bactériologiques. Et je ne négligerai pas non plus Ain Mguel, où la France coloniale a quand même expérimenté 13 bombes nucléaires en échouant sur 4 bombes d'Ambéril qui a une puissance qui équivaut 3 fois et demi celle d'Hiroshima. Voilà un peu pour ce que nous avons eu à subir. En ce qui me concerne personnellement, lors de la visite d'une délégation d'Amnesty International, en apprenant que j'étais défenseur des droits de l'homme, on a vite fait de me remettre en liberté, car je devenais gênant et je devenais un témoin pour les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Combien de temps avez-vous été interné? Pardon? Combien de temps avez-vous été interné, maintenu dans ces camps de la mort? 4 mois et demi. 4 mois et demi. J'ai été interné durant 4 mois et demi à Ouergla et à Ain Mguel. Ensuite, j'ai été assigné à résidence durant 2 années. Ce
que je trouve frappant dans le témoignage que vous nous livrez, au-delà de l'horreur qui paraît hallucinante et difficilement imaginable, c'est la poursuite, justement, le relais des méthodes françaises pendant la période coloniale, quand les Algériens étaient considérés comme des sous-hommes, par le gouvernement algérien qui se prévaut d'un nationalisme anti-français et qui n'a fait que continuer et reproduire les méthodes même de la France coloniale envers ses propres citoyens musulmans, parce qu'ils étaient musulmans et parce qu'ils voulaient l'islam. Écoutez, moi, permettez-moi d'être franc là, dans cette histoire. Je crois que ce qui s'est passé en 92 avec l'histoire, avec l'affaire, la question des internés des camps du Sud, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une seule nation qui ait fait ce que l'Algérie a fait avec ses enfants. Oui, c'est vrai que la France a utilisé une certaine forme de bestialité. Je parle de la France coloniale et là, je ne voudrais pas toucher à l'honorabilité des Françaises et des Français qui ont conservé le sens de l'honneur. Je parle de ceux qui se sont comportés indignement, qui n'ont pas tenu cas de ce que est censé représenter la France des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais si je fais un retour en arrière, ni le fascisme allemand, ni les Américains, ni la France, ni Israël n'ont livré leurs propres enfants à la radioactivité nucléaire, chimique et bactériologique. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait la différence entre tous les camps de concentration que l'histoire a connus et ceux de l'Algérie. Les Guantanamo algériens sont les pires que l'histoire a connus, car on a livré des Algériens, et j'irai plus loin encore, en posant la question, n'est-ce pas le souci de savoir quel est l'effet des bombes nucléaires et des essais chimiques et bactériologiques 30 ans après leurs essais? Car si je prends la bombe Beryl qui a vraiment massacré la région de Ain El Mguel et qui a fait de la ville de Merkoutek une ville morte, ça s'est passé en 1962 et de 62 à 92, c'est les 30 années évoquées par De Gaulle. Est-ce que ce n'est pas le souci 30 ans après de savoir quel est l'effet sur les humains de la bombe Beryl qui a échoué à la montagne Tan Afella et qui a libéré des particules qui ont pollué toute une partie du sud algérien et d'autres pays limitrophes. C'est ça la différence qu'il y a entre les camps de concentration français que je ne loue pas ici. Ça a été barbaresque aussi. Mais quand la France a utilisé les camps de les camps de Fort Plater et autres au Sahara ou alors ce qui est devenu Aïn Oussara aujourd'hui, c'est-à-dire Fort Gazelle ou d'autres camps qu'elle a ouverts en Algérie, ce n'étaient pas des endroits qui étaient irradiés. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de défendre les camps ouverts par les camps français. Je le répète, ça a été autant barbaresque avec un plus de la part des déserteurs de l'armée française et leurs ouailles, car la différence est que le lieu où nous avons été placés arbitrairement, illégalement, injustement et inhumainement était éradié au sens propre du terme, et la preuve aujourd'hui encore, des enfants continuent à naître avec des malformations congénitales dans ces régions. La faune et la flore, c'est des vains mots, ça n'existe plus, on ne peut pas parler de faune et de flore dans ces régions, et ça continue encore, parce que ça fait partie un peu du beau mensonge de la France qui prétend avoir nettoyé les lieux, chose qui est faux. Si aujourd'hui vous désiriez adresser un message à la nouvelle génération qui n'a pas connu cette horreur ou qui le fantasme, qui est assiégé par les messages d'un système qui dit qu'ils ont sauvé, ça serait quoi? Quel message voudriez-vous adresser à la nouvelle génération, à la jeune génération d'Algériens et d'Algériennes? Le message que je voudrais lancer à la jeunesse algérienne et aux Algériens en général,
qu'on a tout le temps bercé avec des mensonges. C'est que j'aimerais que nos amis jeunes algériens, nos frères algériens et nos sœurs algériennes sachent que les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement, je dirais enlevées, qui ont été déportées d'une manière criminelle dans des camps qui dépient la raison et la loi. Je voudrais qu'ils sachent que ces gens-là ne sont pas ce qu'on a essayé de leur faire croire. Quand vous rencontrez, moi je vais être très clair, très. Moi, avec des gens comme ça, dans un milieu, si ces gens-là étaient au pouvoir ou si ces gens-là avaient les commandes de l'Algérie, moi je ferais un bon cafetier avec ces gens-là, avec mon degré d'instruction. Que vaut mon degré d'instruction par rapport, comparé à ceux de gens qui sont bardés de doctorats et de très haut niveau intellectuel et qui aujourd'hui font le bonheur de certaines nations, à l'image du grand docteur Nordin Melikchi aux États-Unis, ou alors du professeur Messoud Ouziala en France, ce spécialiste des reins. Il n'est pas le seul, ils ne sont pas les seuls, ces gens-là. Toute la crème des Algériens qui a été arrêtée, et aujourd'hui on continue à faire croire à ces gens-là, on continue à vouloir faire croire aux Algériens que ces gens ont été arrêtés parce qu'ils représentaient un danger pour la démocratie. Mais quel danger et quelle démocratie? Est-ce que la démocratie est synonyme de dictature? Est-ce qu'elle est synonyme d'injustice et d'arbitraire? Voilà ce que nos amis devraient savoir et ce qu'ils devraient comprendre. On n'arrête pas des gens. Il y a quand même une justice, il y a des lois dans cette Algérie. Pourquoi ne pas les avoir appliquées? Et la preuve qu'une injustice incommensurable a été commise et dont ont été victimes plus de 24 000 citoyens algériens, et que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, ses rédacteurs n'ont pas pris en charge les internés des camps du Sud. Pourquoi? Alors que Bouteflika a bien reconnu un 18 juillet 1999 et le lendemain, dans des journaux, le 18 Liberté, et le lendemain le Financial Times et un autre journal espagnol, il a reconnu que l'arrêt du processus électoral était la première violence, donc nous sommes les victimes de cette première violence. Pourquoi aujourd'hui veut-on cacher la vérité aux Algériens? Pourquoi veut-on que cette vérité ne se manifeste pas? Que veut-on cacher aux Algériens exactement? Est-ce la clause secrète contenue dans les accords d'Évian qui a permis à la France de tester 11 bombes nucléaires après l'indépendance et des essais chimiques et bactériologiques à Oued Namous? Ou alors quoi? Que veut-on cacher exactement? Les internés des camps du Sud, qu'on le sache, demeurent d'abord les victimes d'une injustice unique dans les annales de l'arbitraire de l'humanité. Et ensuite, ils demeurent notamment les témoins de ce que j'appellerais une haute trahison. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à admettre que l'Algérie était indépendante le 3 juillet 1962 et que la France coloniale continue à expérimenter des bombes coloniales meurtrières toujours dans cette Algérie présumée indépendante. C'est quoi indépendance et c'est quoi liberté? Deux choses que j'aimerais bien connaître car je ne les ai jamais connues jusqu'à ce jour de la date de ma naissance à aujourd'hui. J'ignore ce qu'est l'indépendance et j'ignore ce qu'est la liberté. Baraklo Fix et Nourdine, quel est le prochain rendez-vous du comité des internés du camp du Sud? Je crois que vous allez tenir bientôt une conférence de presse. Oui, nous allons tenir une conférence de presse pour commémorer la journée du 13 février 1960, date du test de la première bombe nucléaire gerboise bleue qui a détruit une partie du Sahara et une grande partie en Afrique aussi, car les effets ont eu un rayon de 3000 km, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Et par compassion aussi, à titre de soutien à nos amis de l'association des vétérans des essais nucléaires français qui ont été utilisés comme cobayes,
je parle des irradiés de la République française, et bien sûr, à nos frères et sœurs de Regen, de Ain Mguel, je parle des populations civiles, et aussi, et aussi, et aussi celles de Oued Namous. Et je n'oublierai pas, en insistant et en le soulignant de la très rouge, et à tous ces jeunes soldats du service national qui ont été affectés dans ces régions pour nous surveiller, alors que les actifs étaient loin, et les fils des pachas et les fils des patrons de l'Algérie usurpée n'ont pas connu et n'ont pas goûté aux affres de l'irradiation nucléaire. Je voudrais dire aussi un dernier mot, c'est qu'un grand nombre des internés des camps du Sud aujourd'hui souffrent de différents cancers et de pathologies radio-induites dues aux essais nucléaires, chimiques et bactériologiques. Barakallahu fik, Sinourdine, pour votre témoignage, pour le message que vous adressez, pour avoir pris le temps, non, mais pour tout ce que vous donnez, pour le combat que vous continuez à mener. Barakallahu fik, du fond du cœur. Puisse Allah continuer à veiller sur vous et vous protéger, vous et les autres irradiés, le peuple algérien. Et à très bientôt, Inch'Allah, Sinourdine. Inch'Allah, et bon courage à vous aussi. Merci pour l'attention que vous accordez aux internés des camps du Sud en particulier. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa alaikum salam wa